Dans les archives poussiéreuses du comté de Whitfield, en Géorgie, subsiste un dossier que les bibliothécaires préfèrent ne pas évoquer. Les documents jaunis par le temps et rongés par l'humidité racontent l'histoire de l'orphelinat de Sainte-Croix, une institution qui opéra de 1858 à 1876 dans les collines brumeuses près de Dalton. Les premières mentions apparaissent dans les registres de l'Église méthodiste locale, où le révérend Josiah Blackwood nota en octobre 1858 qu'une maison pour les enfants abandonnés a été établie sur la propriété Caldwell, sous la direction de Madame Eugénie Lassiter, veuve de bonne réputation. Ce qui commença comme un acte de charité chrétienne se transforma lentement en quelque chose que les habitants du comté préféraient oublier, quelque chose qui ne trouvait sa place ni dans les sermons du dimanche, ni dans les conversations polies autour des tables familiales. Eugénie Lassiter était arrivée en Géorgie en 1856, 2 ans après la mort de son époux, dans les champs de coton de la plantation Whitmore. Elle portait avec elle les économies de 20 années de mariage et une détermination silencieuse qui impressionnait autant qu'elle inquiétait. Les voisins se souvenaient d'une femme mince, aux cheveux prématurément blancs, toujours vêtue de noir, qui parlait peu, mais dont les yeux semblaient me cataloguer chaque détail avec une précision troublante. Dans ses lettres à sa sœur, Mary, retrouvée dans une malle en 1923, elle écrivait « Les enfants de cette région grandissent comme des herbes folles, sans guidance ni discipline. Trop nombreux sont ceux qui errent dans les rues de Dalton, mendiant leur pain quotidien, ignorant de toute instruction morale ou religieuse. Cette préoccupation maternelle, exprimée dans une prose soignée, masquait déjà les premières traces d'une obsession qui allait définir les 18 années suivantes de sa vie. L'orphelinat s'installa dans l'ancienne demeure. Caldwell, une construction de briques rouges à 2 étages, que les propriétaires précédents avaient abandonnée après qu'une épidémie de typhoïde eût emporté 3 générations de leur famille en l'espace de 6 mois. La maison, avec ses fenêtres étroites et ses cheminées imposantes, dominait une vallée où la brume s'attardait jusqu'au milieu de matinée, créant une atmosphère de perpétuel demi-jour. Madame Lassiter fit installer une clôture de fer, forgée autour de la propriété, officiellement pour protéger les enfants des dangers de la nature sauvage. Mais les habitants remarquèrent que les pointes étaient tournées vers l'intérieur. Le docteur Samuel Whitman, qui servait comme médecin du comté, nota dans son journal personnel que la nouvelle directrice semble posséder une compréhension remarquable des besoins des enfants défavorisés, bien que ses méthodes puissent paraître quelque peu austères aux yeux de certains. Cette austérité, comme les événements ultérieurs le révéleraient, était un euphémisme cruel pour décrire ce qui se déroulait derrière les murs de briques rouges. Les premiers pensionnaires arrivèrent au printemps 1859, 6 enfants âgés de 5 à 12 ans, tous orphelins ou abandonnés par des familles incapables de les nourrir. Les registres d'admission tenus avec une minutie obsessionnelle par Madame Lassiter elle-même révèle une attention particulière portée aux détails physiques de chaque enfant, taille, poids, couleur des cheveux et des yeux, signes distinctifs, état de santé général. Chaque entrée se terminait par une notation personnelle de la directrice des commentaires, qui, relus aujourd'hui, prennent une résonance particulièrement sinistre. À propos de James Murdoch, âgé de 7 ans, elle écrivait « Enfant robuste,
malgré sa maigreur, os solide dents saines, sera utile pour les travaux lourds, une fois convenablement nourrie. Pour la petite, Sarah Coleman, 6 ans, constitution délicate, mais esprit vif, nécessitera surveillance particulière et alimentation adaptée. Ces observations, présentées comme des évaluations bienveillantes, cachaient déjà les germes d'un système qui allait révéler sa véritable nature au fil des années suivantes. Le quotidien à l'orphelinat suivait un rythme immuable, rythmé par les cloches que Madame Lasseter faisait sonner toutes les 2 heures, réveil à 5 heures, prière commune, petit déjeuner composé de gruau d'avoine et de pain noir, puis répartition des tâches selon l'âge et les capacités de chacun. Les plus jeunes s'occupaient du ménage intérieur et de la préparation des repas sous la surveillance de Martha Henley, une femme sourde-muette que la directrice avait engagée comme gouvernante. Les plus âgés travaillaient au champ ou dans les ateliers installés dans les dépendances, confectionnant des paniers à dossiers et des objets en bois qui étaient vendus au marché de Dalton. Cette organisation, en apparence vertueuse et productive, masquait une réalité plus sombre que les visiteurs occasionnels ne pouvaient soupçonner. Le révérend Blackwood, lors de ses inspections mensuelles, notait invariablement une discipline remarquable et des enfants en bonne santé, sans jamais mentionner le silence inhabituel qui régnait dans les couloirs ou la façon dont les plus jeunes évitaient de croiser son regard. Les repas constituaient le cœur du système mis en place par Madame Lasseter, un rituel quotidien qui révélait peu à peu sa véritable philosophie éducative. La nourriture était distribuée selon un système de mérite complexe basé sur l'obéissance, la productivité et ce que la directrice appelait l'aptitude au perfectionnement moral. Les enfants les plus dociles recevaient des portions généreuses de viande et de légumes frais, tandis que ceux qui montraient des signes de rébellion ou de paresse se voyaient limités au pain et à l'eau. Cette hiérarchie alimentaire, soigneusement documentée dans les registres de l'institution, créait une compétition permanente entre les pensionnaires, chacun apprenant rapidement que sa survie dépendait de sa capacité à satisfaire les exigences changeantes de leur protectrice. Thomas Ridley, qui survécut à l'orphelinat et témoigna plus tard devant les autorités, se souvenait: nous comptions les morceaux de viande dans nos assiettes, comme des soldats comptent leurs cartouches. Chaque bouchée était une victoire contre la faim, mais aussi un rappel que d'autres avaient moins de chance. Cette stratification nutritionnelle, présentée comme un système d'encouragement vertueux, transformait lentement les enfants en complices involontaires de leur propre oppression. L'hiver 1862 marqua un tournant dans l'histoire de l'institution, quand la guerre civile commença à affecter l'approvisionnement et les finances de l'orphelinat. Les donations de la communauté locale diminuèrent drastiquement, les familles ayant leurs propres difficultés à surmonter. Madame Lasseter dut licencier la plupart de ses employés, ne gardant que Martha Henley et un homme à tout faire nommé Cornelius Webb, un ancien esclave affranchi qui avait la réputation de ne jamais poser de questions. C'est à cette période que les registres commencent à montrer des irrégularités troublantes, des entrées rayées ou modifiées des pages entières, arrachées. Le docteur Whitman, dans une lettre à sa femme, datée de février 1863, mentionnait: « Mon dernier passage à l'orphelinat m'a laissé une impression étrange. Le nombre d'enfants semble avoir diminué, mais Madame Lasseter explique cela par des adoptions et des placements dans des familles d'accueil. Pourtant, je ne me souviens d'aucune demande d'adoption
passant par les autorités du comté. Cette observation noyée dans une correspondance domestique banale était le premier indice documenté d'un processus qui allait bientôt prendre une ampleur terrifiante. Les adoptions dont parlait Madame Lasseter aux visiteurs occasionnels suivaient un schéma particulier que seuls les enfants les plus observateurs commençaient à comprendre. Les pensionnaires qui disparaissaient étaient invariablement ceux qui avaient récemment été punis pour désobéissance ou qui montraient des signes de maladie. Mary Hutchinson, âgée de 9 ans, fut la première à être adoptée après avoir été surprise en train de voler un morceau de pain dans la cuisine. Samuel Morrison, 11 ans, disparut après avoir développé une toux persistante qui dérangeait les autres enfants pendant les prières. Ces départs étaient annoncés lors des repas communautaires, Madame Lasseter expliquant d'une voix douce que nos chers enfants ont trouvé des familles aimantes qui sauront mieux répondre à leurs besoins particuliers. Elle ajoutait toujours que les lettres de remerciement arriveraient bientôt, mais ces missives ne parvenaient jamais aux autres pensionnaires. Cette absence de nouvelles, loin de susciter des questions, était présentée comme une preuve de l'adaptation réussie des enfants à leur nouvelle vie, une explication que la plupart acceptaient par nécessité plutôt que par conviction. La cave de l'orphelinat abritait la chaudière qui chauffait toute la maison, un système de chauffage central, relativement moderne, pour l'époque installé par les anciens propriétaires. Cornelius Webb était responsable de son entretien, alimentant constamment le foyer avec du charbon et du bois. Les enfants entendaient souvent le grondement sourd de la combustion sous leurs pieds, un bruit régulier qui rythmait leur journée et leur nuit. Certains des plus jeunes terrorisés par ce son mystérieux imaginaient qu'un dragon vivait sous la maison, une fantaisie que Madame Lasseter encourageait subtilement en leur racontant des histoires bibliques sur les feux purificateurs et les châtiments divins. Le feu purifie tout, disait-elle. Souvent lors des prières du soir, il consume les impuretés et ne laisse que ce qui est digne de subsister. Ces paroles prononcées dans le réfectoire, éclairées par les chandelles, prenaient une résonance particulière quand les enfants percevaient la lueur rouge qui filtrait parfois sous la porte de la cave. Thomas Ridley se souvenait plus tard. Nous savions que quelque chose n'allait pas avec ce feu. Il brûlait trop fort, trop souvent, et l'odeur qui remontait parfois n'était pas celle du charbon ou du bois. Cette odeur décrite par les témoins survivants comme sucrée et écœurante devenait plus perceptible les jours qui suivaient les adoptions. Le système mis en place par Madame Lasseter atteignit sa maturité vers 1865, quand la fin de la guerre civile ramena une prospérité relative dans la région. Paradoxalement, cette amélioration des conditions économiques ne se traduisit pas par une augmentation du nombre de pensionnaires, mais plutôt par une stabilisation autour d'une quinzaine d'enfants, un effectif que la directrice maintenait avec une constance troublante. Les nouveaux arrivants remplaçaient systématiquement ceux qui étaient adoptés, créant un cycle perpétuel de renouvellement qui empêchait la formation de liens durables entre les pensionnaires. Cette rotation constante était justifiée par des arguments pédagogiques sophistiqués. Les enfants, les plus anciens, expliquait Madame Lasseter, aux rares visiteurs, servaient de mentors aux nouveaux venus, avant d'être placés dans des familles d'accueil, permettant ainsi une transmission des valeurs de l'institution. En réalité, ce système garantissait qu'aucun enfant ne reste assez longtemps pour comprendre pleinement le fonctionnement de l'orphelinat ou pour développer une résistance organisée. Les plus perspicaces, comme Thomas Ridley, apprenaient rapidement
à feindre la soumission absolue pour éviter d'attirer l'attention de leur protectrice, développant une aptitude au camouflage émotionnel qui les marquerait pour le reste de leur existence. Les registres financiers de l'institution, découverts dans les archives du comté en 1923, révèlent une comptabilité méticuleuse qui contraste étrangement avec les mystères entourant le sort des pensionnaires. Madame Lasseter documentait chaque dépense avec une précision obsessionnelle. Nourriture, vêtements, fournitures, scolaires, combustible pour la chaudière. Cette dernière ligne budgétaire montre une augmentation constante au fil des années, passant de $50 annuels en 1859 à plus de $300 en 1871. Une progression qui ne s'explique pas par l'évolution du nombre d'enfants ou par l'inflation de l'époque. Le docteur Whitman, lors de sa dernière visite officielle, en mars 1875, nota dans son rapport: la consommation de combustible semble excessive pour une institution de cette taille, même en tenant compte des hivers rigoureux. Jay suggérait à Madame Lasseter d'examiner l'efficacité de son système de chauffage, conseil qu'elle a reçu avec une froideur inhabituelle. Cette recommandation, formulée dans le cadre d'une inspection de routine, était la dernière observation officielle consignée avant que l'orphelinat ne ferme définitivement ses portes. 18 mois plus tard, l'été 1871 apporta une sécheresse exceptionnelle qui affecta toute la région, tarissant les puits et transformant les champs en poussière. Dans ces conditions difficiles, l'orphelinat de Sainte-Croix continuait pourtant à fonctionner normalement, la chaudière ronronnant jour et nuit, malgré la chaleur accablante. Les habitants de Dalton commençaient à s'interroger sur cette consommation apparemment inutile de combustible, d'autant que la fumée noire qui s'échappait constamment de la cheminée contrastait avec l'inactivité des autres institutions de la région. Martha Henley, la gouvernante sourde-muette, fut vue plusieurs fois au marché achetant des quantités importantes de chaux vive, un produit habituellement utilisé pour la désinfection et la préservation. Quand les marchands s'enquéraient de l'usage prévu pour ces achats, elle montrait une lettre de Madame Lasseter expliquant que l'orphelinat expérimentait de nouvelles méthodes d'assainissement pour protéger les enfants des épidémies. Cette explication plausible en surface ne satisfaisait pas entièrement les commerçants, qui notaient que les quantités commandées semblaient disproportionnées par rapport à la taille de l'institution Thomas Ridley. Alors âgé de 14 ans, était devenu le plus ancien pensionnaire de l'orphelinat, un statut qui lui conférait certains privilèges, mais aussi une conscience aiguë des dangers qui l'entouraient. Il avait développé l'habitude de compter mentalement ses compagnons chaque matin et chaque soir, notant les disparitions et les arrivées avec la précision d'une comptable. Dans le témoignage qu'il livra plus tard aux autorités, il décrivait une atmosphère de terreur sourde qui imprégnait chaque moment de leur existence. Nous vivions comme des condamnés à mort qui ne connaîtraient jamais la date de leur exécution. Chaque repas pouvait être le dernier. Chaque nuit pouvait nous voir disparaître. Avant l'aube, Madame Lasseter nous observait constamment, cataloguant nos faiblesses et nos défaillances. Comme un fermier évalue son bétail. Cette métaphore bovine récurrente dans les témoignages des survivants n'était pas accidentelle. Les enfants avaient intuitivement compris qu'ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains, mais comme des ressources à gérer et éventuellement à éliminer. L'automne 1875
vit arriver à l'orphelinat une fillette de 8 ans nommée Agnes Morrison, sœur cadette du Samuel, qui avait été adoptée 3 ans plus tôt. Cette coïncidence troublante ne sembla pas affecter Madame Lasseter, qui accueillit la nouvelle pensionnaire avec la même attention minutieuse qu'elle réservait à tous les arrivants. Agnès, contrairement à la plupart des enfants qui apprenaient rapidement les règles de survie de l'institution, conservait un tempérament indomptable qui la poussait à poser des questions embarrassantes sur le sort de son frère. « Où est Samuel ?» demandait-elle régulièrement. « Pourquoi ne nous écrit-il jamais ?» Ces interrogations innocentes créaient un malaise palpable parmi les autres pensionnaires, qui avaient appris depuis longtemps que certaines questions ne devaient jamais être formulées à voix haute. Thomas Ridley se souvenait d'avoir tenté de faire comprendre à Agnès les règles non écrites de l'orphelinat, mais la fillette refusait d'accepter l'idée que son frère puisse avoir disparu sans laisser de traces. Cette obstination touchante dans sa naïveté allait précipiter une série d'événements qui révéleraient enfin la véritable nature de l'institution. La nuit du 15 octobre 1875 reste gravée dans la mémoire de Thomas Ridley comme le moment où ses soupçons les plus terribles trouvèrent leur confirmation. Incapable de dormir à cause de la chaleur inhabituelle qui régnait dans le dortoir, il s'était levé pour boire un peu d'eau quand il entendit des pas dans l'escalier menant à la cave. Par la fenêtre du couloir, il aperçut Madame Lasseter et Cornelius Webb transportant quelque chose d'enveloppé dans une couverture, quelque chose qui avait approximativement la taille d'un enfant. Il les suivit à distance, utilisant les compétences de discrétion qu'il avait développées au fil des années, et se cacha dans un renfoncement, d'où il pouvait observer l'entrée de la chaufferie. Ce qu'il vit cette nuit-là dépassa ses craintes les plus folles. Madame Lasseter et son assistante ouvrirent la porte du foyer de la chaudière, révélant un brasier d'une intensité aveuglante, et y introduisirent leur fardeau avec des gestes mécaniques qui trahissaient une longue habitude. L'odeur qui s'échappa alors de la cave était la même que celle qui imprégnait parfois les couloirs de l'orphelinat, cette senteur sucrée et écœurante que les enfants avaient appris à redouter sans comprendre sa véritable origine. Le lendemain matin, Agnes Morrison ne répondit pas à l'appel du réveil. Madame Lasseter annonça aux autres enfants, avec le même détachement que d'habitude, que la fillette avait été prise d'un mal soudain pendant la nuit et qu'elle avait dû être transportée d'urgence chez le docteur Whitman. Cette explication, qui aurait normalement été acceptée sans discussion, provoqua cette fois-ci une réaction inhabituelle parmi les pensionnaires. Plusieurs enfants échangèrent des regards complices. Une communication silencieuse qui n'échappa pas à l'attention de Thomas Ridley. Il comprit alors que d'autres avaient comme lui été témoins de choses qu'il n'aurait jamais dû voir, et que le secret terrible de l'orphelinat était en train de se déliter sous le poids de ses propres contradictions. Cette prise de conscience collective marqua le début d'une résistance passive qui allait culminer quelques mois plus tard dans la révélation publique des crimes commis derrière les murs de briques rouges. L'hiver 1871-1876 fut particulièrement rigoureux, avec des chutes de neige exceptionnelles qui isolèrent l'orphelinat du reste du comté pendant plusieurs semaines. Cette période d'isolement forcé révéla l'inadéquation croissante du système mis en place par Madame Lasseter, système qui ne fonctionnait que tant qu'il bénéficiait de la discrétion
et de l'indifférence de la communauté locale. Privée de visiteurs extérieurs et de nouveaux pensionnaires, la directrice commença à manifester des signes de déséquilibre mental qui n'avaient jusqu'alors été perceptibles que pour les enfants vivant sous son autorité directe. Elle passait de longues heures dans la cave, alimentant obsessionnellement la chaudière et marmonnant des prières incohérentes qui mêlaient références bibliques et justifications personnelles. Thomas Ridley, devenu de facto le leader officieux des pensionnaires survivants, organisa un système de surveillance mutuelle qui permettait aux enfants de ne jamais se retrouver seuls en présence de leur protectrice. Cette solidarité tardive, née de la terreur partagée, était la première manifestation d'humanité authentique que l'orphelinat avait connue depuis sa création. Les registres de l'institution s'arrêtent brusquement en février 1876. La dernière entrée de Madame Lassiter, se limitant à une phrase répétée obsessionnellement sur plusieurs pages. Le feu purifie, tout le feu purifie, tout le feu purifie, tout. Cette répétition maniaque, écrite d'une main de plus en plus tremblante, témoigne de la dégradation mentale de la directrice dans les dernières semaines de fonctionnement de l'orphelinat. Martha Henley, la gouvernante sourde-muette, disparut mystérieusement vers la même époque, abandonnant ses affaires personnelles et ne laissant aucun indice sur sa destination. Cornelius Webb, interrogé plus tard par les autorités, prétendit n'avoir jamais rien de remarqué d'anormal dans le fonctionnement de l'institution, une version des faits que contredisaient les témoignages des enfants survivants. Cette loyauté obstinée envers son ancienne employeuse, maintenue même face aux preuves accablantes, suggère soit une complicité active, soit une terreur si profonde qu'elle rendait tout aveu impossible. Le 8 mars 1871, Thomas Ridley parvint à s'échapper de l'orphelinat en profitant d'une tempête de neige qui masqua sa fuite. Il atteignit Dalton après une marche de plusieurs heures dans des conditions épouvantables, les pieds gelés et le corps épuisé par des années de malnutrition et de terreur. Sa première démarche fut de se rendre chez le révérend Blackwood, qu'il réveilla en pleine nuit pour lui raconter les horreurs dont il avait été témoin. Le pasteur, d'abord incrédule, face aux accusations portées contre une femme qu'il considérait comme un pilier de la communauté chrétienne, fut finalement convaincu par la précision troublante du témoignage et par l'état physique du fuyard. Il organisa immédiatement une expédition de secours composée du docteur Whitman du shérif du comté et de plusieurs volontaires expéditions qui atteignit l'orphelinat au lever du jour. Ce qu'ils découvrirent dépassa leurs pires appréhensions et marqua le début d'un scandale qui ébranla toute la région pendant des mois. La maison était étrangement silencieuse quand les sauveteurs brisaient la porte d'entrée, un silence qui contrastait avec l'activité fébrile qu'ils s'attendaient à trouver. Les quelques enfants survivants, au nombre de 7, étaient rassemblés dans le réfectoire, assis autour de la grande table, dans une immobilité qui évoquait plus une veillée funèbre qu'un repas communautaire. Ils ne réagirent pas immédiatement à l'arrivée des adultes, leurs yeux vides, fixant un point invisible au-delà des murs de leur prison. Madame Lassiter était introuvable, sa chambre révélant des signes de départ, précipités, tiroirs vidés, armoires ouvertes, papiers éparpillés. Seule une photographie restait sur sa table de chevet, un portrait de famille qui la montrait entourée de son défunt époux et d'un enfant en bas âge, enfant, dont aucun des témoignages ultérieurs ne mentionnerait l'existence.
Cette image jaunisse par le temps posait une question supplémentaire sur les motivations profondes de la directrice question, qui ne trouverait jamais de réponse satisfaisante. L'exploration de la cave révéla l'ampleur véritable des crimes commis dans l'orphelinat au cours des 18 années de son existence. La chaudière encore chaude, malgré l'abandon récent, des lieux contenaient des résidus qui ne laissaient aucun doute sur l'usage qui en avait été fait. Le docteur Whitman, homme pourtant habitué au spectacle, les plus pénibles de la condition humaine, dut interrompre plusieurs fois son examen pour vomir dans un coin de la cave. Les murs de la chaufferie étaient couverts d'inscriptions griffonnées à la craie des noms d'enfants, accompagnés de dates qui correspondaient aux adoptions mentionnées dans les registres officiels. Au total, 43 noms étaient répertoriés, 43 vies éteintes dans le secret de cette cave maudite. Parmi eux figurait celui de Samuel Morrison, confirmant les craintes de sa sœur. Agnès elle-même inscrite en dernière position, avec la date du 15 octobre 1875. Cette macabre comptabilité, tenue avec la même minutie que les autres aspects de l'administration de l'orphelinat, témoignait d'un esprit méthodique qui rendait les crimes encore plus terrifiants par leur caractère prémédité et systématique. Les témoignages des enfants survivants, recueillis avec précaution par le docteur Whitman et le révérend Blackwood, révélèrent un système d'élimination qui dépassait en horreur les suppositions les plus pessimistes des enquêteurs. Madame Lassiter sélectionnait ses victimes selon des critères qui mêlaient condamnent considérations pratiques et obsessions personnelles. Les enfants malades, qui risquaient de contaminer les autres, les rebelles, qui remettaient en question son autorité, les témoins potentiels, qui en savaient trop sur le fonctionnement de l'institution. Mais au-delà de ces motivations rationnelles, elle semblait aussi répondre à des impulsions plus sombres, éliminant parfois des pensionnaires qui lui rappelaient des souvenirs douloureux ou qui ne correspondaient pas à son idéal de pureté enfantine. Cette dimension psychologique impossible à cerner complètement ajoutait une couche supplémentaire d'arbitraire à un système déjà marqué par l'injustice la plus absolue. Les survivants décrivaient une femme capable de passer de la tendresse maternelle à la cruauté la plus froide en l'espace de quelques instants, une instabilité émotionnelle qui rendait toute prédiction impossible et maintenait les enfants dans un état de terreur permanente. La découverte des crimes de l'orphelinat, Sainte-Croix, suscita une émotion considérable dans toute la Géorgie. Les journaux de l'époque consacrant des pages entières au récit de cette tragédie. Le Atlanta Constitution titrait en première page l'orphelinat de Hell Horreur, 43 enfants assassinés par leur protectrice, tandis que le Savannah Morning News évoquait un crime contre l'innocence qui révolte la conscience chrétienne. Ces articles rédigés dans le style sensationnaliste de l'époque mêlaient faits vérifiés et spéculations douteuses, contribuant à créer une légende noire qui dépassait parfois la réalité, déjà suffisamment terrible des événements. Madame Eugénie Lassiter était présentée comme l'incarnation du mal absolu, une figure diabolique qui avait trompé toute une communauté pendant près de 2 décennies. Cette diabolisation compréhensible dans le contexte de l'époque empêchait paradoxalement une analyse plus nuancée des circonstances qui avaient permis de tels crimes, analyse qui aurait peut-être permis d'éviter des tragédies similaires dans d'autres institutions. Les recherches pour retrouver Madame Lassiter mobilisèrent les forces de police de plusieurs États,
sans jamais aboutir à une arrestation. Des témoins signalèrent sa présence dans diverses villes du sud de Charleston à la Nouvelle-Orléans, mais ces pistes se révélèrent systématiquement fausses ou impossibles à vérifier. La directrice fugitive semblait s'être volatilisée aussi complètement que les enfants qu'elle avait assassinés, laissant derrière elle un mystère qui alimenterait les spéculations pendant des décennies. Certains prétendaient l'avoir vue embarquée sur un navire en partance pour l'Europe, d'autres affirmaient qu'elle s'était suicidée dans les marécages de Floride. Une rumeur persistante voulait qu'elle ait rejoint un couvent de contemplatives dans l'Ohio, expiant ses crimes dans le silence et la prière. Mais cette version romantique des faits ne résistait pas à l'examen des preuves disponibles. La vérité était probablement plus prosaïque. Une femme au bout de sa logique meurtrière, fuyant vers une destination inconnue, où elle pourrait peut-être recommencer sa vie sous une nouvelle identité. L'orphelinat, lui-même, fut détruit par un incendie accidentel quelques semaines après la découverte des crimes. Un brasier si intense qu'il ne laissa que les murs extérieurs et la cheminée de briques rouges. Les habitants de la région prétendirent que le feu s'était déclaré spontanément, alimenté par les miasmes maléfiques qui imprégnaient encore les lieux. Mais la réalité était plus terre à terre. Plusieurs familles du comté, horrifiées par les révélations et craignant que l'endroit ne devienne un lieu de pèlerinage morbide, avaient organisé cette destruction purificatrice. Le révérend Blackwood bénit les cendres encore fumantes et déclara que la terre elle-même réclamait la purification de ce lieu, souillé par l'innocence martyrisée. Cette cérémonie, à laquelle assistèrent plusieurs centaines de personnes, marqua officiellement la fin de l'histoire de l'orphelinat Sainte-Croix. Mais les échos de cette tragédie continueraient de résonner dans la mémoire collective pendant des générations. Les briques noircies furent dispersées dans toute la vallée, certains habitants les utilisant pour consolider les fondations de leur propre maison, créant ainsi un réseau souterrain de vestiges qui rappelaient perpétuellement les crimes commis. Les enfants survivants furent placés dans diverses familles d'accueil de la région, mais leur intégration dans la société normale se révéla particulièrement difficile. Thomas Ridley, malgré son courage, lors de la révélation des crimes, ne parvint jamais à surmonter complètement les traumatismes de son séjour à l'orphelinat. Il développa une phobie du feu si intense qu'il était incapable de rester dans une pièce chauffée par une cheminée, et ses nuits étaient hantées par des cauchemars récurrents où il entendait les appels au secours de ses compagnons disparus. Dans les lettres qu'il adressa plus tard au docteur Whitman, il décrivait une culpabilité dévorante liée à sa survie. Pourquoi moi et pas les autres? Qu'ai-je fait de différent pour mériter de voir grandir mes cheveux gris quand tant d'autres ont été consumés avant leur 10e anniversaire? Cette interrogation existentielle, partagée par la plupart des survivants, révélait l'ampleur des dégâts psychologiques causés par l'expérience de l'orphelinat. Certains développèrent des troubles de l'alimentation qui les accompagnèrent toute leur vie, incapables d'oublier les hiérarchies nutritionnelles qui déterminaient autrefois leurs chances de survie. D'autres manifestèrent une méfiance pathologique envers toute figure d'autorité, particulièrement féminine, méfiance qui compliqua considérablement leurs relations familiales et professionnelles ultérieures. L'enquête officielle sur les crimes de l'orphelinat, menée conjointement par les autorités du comté et un procureur spécial dépêché d'Atlanta, buta rapidement sur l'absence de la principale suspecte,
et la destruction de nombreuses preuves matérielles. Les témoignages des enfants, malgré leur cohérence troublante, étaient considérés avec une certaine réserve par un système judiciaire peu habitué à accorder un crédit total à la parole des mineurs. Le rapport final, rendu public en septembre 1576, concluait à l'existence probable d'homicides multiples commis par Madame Eugénie Lasseter sur la personne d'enfants placés sous sa responsabilité, mais admettait l'impossibilité de poursuite judiciaire en l'absence de l'accusé. Cette conclusion prudente, formulée dans le langage juridique de l'époque, masquait mal l'embarras des autorités face à un crime d'une ampleur inédite qui révélait les défaillances du système de protection de l'enfance. Comment une femme avait-elle pu assassiner 43 enfants sur une période de 18 ans sans éveiller les soupçons des institutions censées surveiller son travail? Cette question qui obsédait les enquêteurs ne trouverait jamais de réponse satisfaisante et contribuerait à alimenter les théories les plus diverses sur les circonstances exactes des crimes. Les archives médicales du docteur Whitman, découvertes dans ses papiers personnels après sa mort en 1889, révèlent une correspondance suivie avec plusieurs spécialistes de la santé mentale, correspondance dans laquelle il tentait de comprendre les mécanismes psychologiques qui avaient pu transformer une bienfaitrice apparente en meurtrière d'enfants. Ces lettres échangées avec des aliénistes de Boston et de Philadelphie explorent diverses hypothèses sur la nature de la folie de Madame Lasseter, mélancolie religieuse aggravée par l'isolement social, manie destructrice déclenchée par un traumatisme infantile ou simple perversité morale masquée par une façade de respectabilité chrétienne. Les réponses de ces correspondants, conservées dans les mêmes archives, témoignent de l'état rudimentaire de la psychiatrie de l'époque et de l'incapacité des praticiens à proposer des explications convaincantes pour des comportements aussi extrêmes. Un médecin de l'hôpital McLean écrivait « Les cas de cette nature, défiant notre entendement actuel de l'esprit humain, nous savons identifier les symptômes de la folie, mais les ressorts profonds qui transforment l'amour maternel en instinct de mort nous échappent encore. Cette humilité, scientifique rare, à une époque où les certitudes médicales étaient souvent proclamées, avec assurance, soulignait la singularité du cas Lasseter et son caractère irréductible aux catégories diagnostiques disponibles. La propriété où s'était dressé l'orphelinat resta invendue pendant plusieurs années, aucun acheteur ne se manifestant malgré un prix dérisoire. La simple mention de l'adresse suffisait à décourager les acquéreurs potentiels qui préféraient investir dans des terres moins chargées d'histoires tragiques. Cette réputation maudite finit par s'étendre à toute la vallée, créant une zone de dépréciation immobilière qui persista jusque dans les années 1920. Les fermiers des environs rapportaient des phénomènes étranges, bétail refusant de paître près des ruines cultures, qui ne prospéraient jamais complètement dans les champs adjacents, voyageurs qui perdaient leur chemin dans cette région pourtant familière. Ces récits, transmis de bouche à oreille et enrichis par chaque narrateur, transformèrent progressivement le site de l'ancien orphelinat en un lieu de légende noire qui attirait les curieux tout en repoussant les résidents potentiels. Cette mythologie populaire née de la réalité des crimes, mais amplifiée par l'imagination collective, créa une seconde vie posthume à l'institution de Madame Lasseter, une existence spectrale qui dépassait en durée son fonctionnement effectif en 1889
13 ans après la fermeture de l'orphelinat. Un événement inattendu relança l'intérêt pour l'affaire. Lassiter. Un télégraphe parvint au shérif du comté de Whitfield, envoyé depuis Portland, dans l'Oregon, annonçant la découverte du corps d'une femme âgée décédée dans un hospice local. Parmi ses effets personnels figuraient des documents qui l'identifiaient formellement comme Eugénie Lassiter, ainsi qu'un journal intime couvrant les années postérieures à sa fuite de Géorgie. Ce carnet, rédigé d'une écriture de plus en plus chaotique, révélait les dernières années d'une femme rongée par la culpabilité et la terreur de ses propres souvenirs. Elle y décrivait des hallucinations récurrentes où les enfants assassinés venaient la visiter. La nuit, réclamant justice pour leurs vies interrompues. Ils sont toujours là, écrivait-elle, en décembre 1845. Leurs petites voix m'appellent depuis les flammes. Je les ai purifiés, comme Dieu le demandait. Mais ils ne me remercient pas de ce cadeau. Ils ne comprennent pas que je les ai sauvés de la corruption du monde. Ces divagations mystiques qui alternaient avec des passages d'une lucidité glaçante révélaient un esprit complètement détaché de la réalité, incapable de mesurer l'horreur de ses actes passés. Le journal se terminait abruptement quelques jours avant sa mort, la dernière entrée se limitant à une phrase répétée obsessionnellement. Le feu ne purifie plus rien. Le feu ne purifie plus rien. Le feu ne purifie plus rien. Le retour des restes de Madame Lassiter, Géorgie, suscite un débat passionné dans la communauté locale sur le traitement à réserver à sa dépouille. Certains réclamaient une sépulture chrétienne, arguant que même les plus grands pécheurs méritaient la miséricorde divine, tandis que d'autres exigeaient que le corps soit brûlé et les cendres dispersées pour éviter toute profanation future. Le révérend Blackwood, vieilli et marqué par 13 années de questionnement sur sa responsabilité dans la tragédie, trancha finalement en faveur d'un enterrement discret, dans un coin isolé du cimetière, sans pierre tombale ni cérémonie particulière. Cette décision, Salomonie, ne satisfit personne complètement, mais elle permettait de clore définitivement un chapitre douloureux de l'histoire locale. L'inhumation eut lieu par une nuit pluvieuse d'octobre, en présence des seuls fossoyeurs et du pasteur, dans un silence que troublaient seulement les gouttes d'eau tombant des branches dénudées. Thomas Ridley, alors âgé de 28 ans, et devenu menuisier dans une ville voisine, apprit la nouvelle, plusieurs semaines plus tard, par les journaux. Il ne fit aucun commentaire public, mais ceux qui le connaissaient remarquèrent qu'il semblait plus apaisé dans les mois qui suivirent, comme si la mort de son ancienne geôlière avait libéré en lui quelque chose qui était resté prisonnier depuis l'enfance. Les derniers survivants de l'orphelinat, Sainte-Croix, s'éteignirent dans les premières décennies du XXe siècle, emportant avec eux les souvenirs directs de cette tragédie. Thomas Ridley mourut en 1924 d'une pneumonie, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants qu'il avait élevés avec une tendresse obsessionnelle, comme s'il tentait de compenser, par sa propre paternité, les carences affectives de sa jeunesse. Sarah Mitchell, née Sarah Coleman à l'orphelinat, vécut jusqu'en 1931, mais elle avait perdu la raison dans ces dernières années et passait ses journées à compter et recompter des objets invisibles, mimant peut-être inconsciemment les rituels de survie de son enfance. Avec leur disparition, s'achevait le témoignage direct de l'horreur vécue entre 1858 et 1876.
Mais l'histoire de l'orphelinat continuait de vivre dans les archives poussiéreuses et les légendes locales, transformées en parables sur les dangers de la confiance aveugle et les masques que peut revêtir la malveillance humaine. Les générations suivantes qui découvraient cette histoire par les récits de leurs grands-parents ou les articles de journaux jaunis peinaient à comprendre comment une communauté entière avait pu fermer les yeux sur des crimes d'une telle ampleur. Cette incompréhension légitime, mais anachronique, négligeait les conditions particulières de l'époque, l'isolement des institutions, le respect inconditionnel accordé aux figures d'autorité, l'absence de mécanismes de contrôle efficaces. Madame Lassiter n'avait pas opéré dans un vide social, mais dans un contexte qui favorisait l'impunité des prédateurs, suffisamment habile pour maintenir les apparences de la respectabilité. En 1923, quand les archives du comté furent réorganisées par une nouvelle génération d'employés municipaux, le dossier de l'orphelinat Sainte-Croix fut découvert dans un état de conservation remarquable. Ces documents, soigneusement préservés, malgré les décennies écoulées, révélèrent des détails qui avaient échappé aux enquêteurs de l'époque, des détails qui rendaient l'histoire encore plus troublante, rétrospectivement. Parmi les pièces les plus significatives figurait un carnet de correspondance tenu par Madame Lassiter Carnet, qui révélait ses contacts réguliers avec d'autres institutions similaires dans tout le Sud. Ces lettres, rédigées dans un style parfaitement conventionnel, échangeaient des conseils sur la gestion des orphelinats, les méthodes disciplinaires, les techniques de placement des enfants. Mais certaines formulations ambiguës prenaient un sens sinistre à la lumière des crimes révélés. Nos méthodes de placement donnent entière satisfaction, écrivait-elle à une collègue de Caroline du Sud. Les enfants, les plus difficiles, trouvent rapidement une solution définitive à leurs problèmes d'adaptation. Ces euphémismes, qui auraient pu passer inaperçus dans un contexte normal, soulevaient des questions inquiétantes sur l'étendue possible du réseau criminel de Madame Lassiter. Avait-elle échangé des techniques avec d'autres directrices, d'autres orphelinats? Avaient-ils adopté des méthodes similaires? Ces interrogations impossibles à vérifier après tant d'années ajoutaient une dimension supplémentaire d'horreur à une affaire déjà suffisamment traumatisante. L'examen moderne des restes architecturaux de l'orphelinat, entrepris par des archéologues de l'Université de Géorgie dans les années 1950, confirma les témoignages les plus terrifiants des survivants. L'analyse des résidus trouvés dans les fondations de l'ancienne chaufferie révéla des traces de phosphate de calcium en quantités anormales, confirmant l'usage du foyer pour l'incinération de matières organiques. Plus troublant encore, la stratigraphie des dépôts suggérait une activité régulière, étalée sur plusieurs années, contredisant l'hypothèse d'élimination sporadique au profit d'un système plus méthodique et soutenu. Ces découvertes scientifiques, publiées dans une revue d'archéologie historique, apportaient une validation objective aux récits des enfants, récits qui avaient parfois été mis en doute par les sceptiques. Elles révélaient aussi l'ampleur industrielle des crimes commis. 43 corps incinérés représentaient une masse considérable de matière organique nécessitant une logistique complexe et une détermination inhumaine. Cette dimension technique froide et calculatrice rendait les crimes encore plus révoltantes en révélant le caractère prémédité et systématique de l'entreprise meurtrière de Madame Lassiter. Le site de l'ancien orphelinat
fut finalement racheté en 1963 par la municipalité de Dalton, qui y aménagea un petit parc commémoratif dédié à la mémoire des victimes. Cette initiative, portée par les descendants de familles qui avaient connu la tragédie, visait à transformer un lieu de mort en espace de recueillement et de mémoire. 43 arbres furent plantés, un pour chaque enfant, assassiné leurs essences, choisis pour leur capacité à prospérer dans le sol particulier de la vallée. Une plaque de bronze fixée sur un bloc de granit local rappelait sobrement les faits, à la mémoire des 43 enfants qui périrent dans l'orphelinat Sainte-Croix, 1816. Que leur innocence martyrisée nous enseigne la vigilance et la compassion. Cette inscription volontairement dépouillée de tout détail macabre privilégiait le souvenir des victimes sur la fascination pour leur bourreau, choix éthique qui reflétait l'évolution des mentalités depuis l'époque du sensationnalisme journalistique. Le parc devint rapidement un lieu de pèlerinage discret pour les familles endeuillées et les amateurs d'histoire locale, mais aussi plus inattendument pour des chercheurs et des écrivains attirés par cette tragédie oubliée qui résumait tant d'aspects sombres de l'histoire américaine. Les 43 arbres du mémorial grandirent au fil des décennies, leurs racines s'enfonçant profondément dans une terre qui avait absorbé tant de souffrances. Les habitants de Dalton prirent l'habitude de s'y promener le dimanche après-midi, particulièrement au printemps, quand les branches se couvraient de fleurs blanches qui contrastaient avec le rouge sombre des briques éparpillées. Certains visiteurs rapportaient une atmosphère particulière qui régnait dans cet endroit, une paix mélancolique qui invitait à la réflexion sur la fragilité de l'innocence et les mystères de la méchanceté humaine. Les enfants du quartier, ignorant l'histoire du lieu, venaient y jouer sans appréhension, leur rire résonnant là où d'autres enfants avaient autrefois vécu dans la terreur. Cette innocence retrouvée, ce cycle naturel de renouveau, constituait peut-être la plus belle victoire posthume des 43 victimes de Madame Lasseter. Mais parfois, lors des soirées d'automne, quand la brume remontait de la vallée, des promeneurs attentifs croyaient entendre dans le bruissement des feuilles mortes quelque chose qui ressemblait à des voix d'enfants, des murmures ténus qui semblaient répéter éternellement des noms oubliés par l'histoire officielle. Dans les archives nationales de Washington, un dossier classé sous la référence GAIU 176 MAISC contient les derniers documents officiels relatifs à l'affaire de l'orphelinat Sainte-Croix. Parmi ces pièces figure une lettre datée de 1878, adressée au procureur général des États-Unis par un fonctionnaire anonyme du département de l'Intérieur. Cette missive, découverte seulement en 1987, lors d'un reclassement des archives, révèle l'existence d'au moins 6 autres institutions similaires dans le Sud. Institutions où des disparitions inexpliquées d'enfants avaient été signalées entre 1860 et 1881. L'auteur de la lettre, visiblement bien informé, établissait des liens troublants entre ces établissements et suggérait l'existence d'un réseau organisé de trafic d'enfants à des fins criminelles. Cette correspondance, qui n'eut apparemment aucune suite administrative, pose des questions vertigineuses sur l'ampleur réelle du phénomène, dont l'orphelinat de Madame Lasseter ne constituait peut-être qu'un exemple parmi d'autres. Elle suggère que les 43 enfants de Sainte-Croix n'étaient que la partie visible d'un iceberg criminel qui impliquait potentiellement des centaines de victimes à travers le Sud post-bellum. Cette révélation tardive, impossible à vérifier complètement après plus d'un siècle,
ajoute une dimension supplémentaire d'horreur à une histoire déjà saturée de ténèbres. Elle transforme la figure de Madame Lassiter d'une meurtrière isolée en possible, membre d'un réseau criminel dont les ramifications et les méthodes restent à jamais occultées par le temps et la destruction des preuves. Aujourd'hui, quand les brumes matinales s'élèvent encore de la vallée de Dalton, elles semblent porter avec elles les échos d'une époque où l'innocence était une marchandise périssable et où la charité chrétienne pouvait masquer les instincts les plus vils. Les 43 arbres du mémorial continuent de croître leurs racines, puissants dans une terre qui garde ses secrets avec la patience minérale des témoins muets. Parfois, lors de travaux de terrassement, dans la région des ouvriers, découvrent encore des fragments de briques rouges, des morceaux de fer, forgés, rongés par la rouille, des tessons de porcelaine, qui évoquent des repas pris dans le silence et la terreur. Ces vestiges, éparpillés par le temps et les intempéries, constituent les dernières traces tangibles d'une tragédie que l'histoire officielle préfère oublier, mais que la Terre elle-même semble incapable de digérer complètement. Dans les registres de l'état civil du comté de Whitfield, 43 noms restent inscrits sans date de décès officiels. 43 enfants officiellement disparus, dont les familles d'origine, quand elles existaient encore, cessèrent progressivement d'espérer le retour. Ces fantômes administratifs hantent encore les archives, rappelant que certains crimes dépassent la capacité de la société à les comprendre et à les juger. L'histoire de l'orphelinat Sainte-Croix demeure ainsi suspendue entre vérité documentée et mystère insondable, entre justice humaine et jugement divin dans cette zone grise où se cachent les secrets les plus terribles de notre humanité commune. Car si Madame Eugénie Lassiter emporta ses motivations ultimes dans la tombe anonyme où elle repose, elle laissa derrière elle une question qui continue de résonner à travers les générations. Combien d'autres institutions respectables abritent-elles encore dans le secret de leurs caves et de leurs chaudières des horreurs que nous préférons ne pas imaginer, et dans le silence de la vallée, quand le vent agite les feuilles des 43 arbres, ceux qui tendent dans l'oreille peuvent parfois discerner autre chose que le simple bruissement de la nature, quelque chose qui ressemble à un chant d'enfant, à peine audible, comme si ces voix éteintes depuis plus d'un siècle continuaient d'espérer qu'un jour, quelqu'un se souviendrait de leurs noms oubliés et de leurs visages effacés par les flammes. Mais ce ne sont peut-être que les caprices du vent dans les branches, les illusions d'esprits trop prompts à chercher du sens dans le chaos du monde. Car après tout, que reste-t-il vraiment des morts, sinon ce que les vivants choisissent de préserver dans leur mémoire, défaillante et leur conscience troublée?